Mes chers concitoyens, une nouvelle fois, l'évolution de la crise sanitaire me conduit à venir devant vous pour vous présenter, avec le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, l'état de la situation et les mesures qui ont été prises lors d'un conseil de défense sanitaire que le président de la République a présidé cet après-midi. En France comme en Europe, la situation sanitaire est, vous le savez, extrêmement tendue, alors que la 5e vague portée par le variant dit Delta est loin d'être terminée, même si elle est moins puissante qu'il y a quelques semaines. Une nouvelle vague déferle sur notre continent avec le variant Omicron, sur lequel Olivier Véran reviendra dans quelques instants. Ce cumul s'est traduit le 24 décembre dernier par le franchissement symbolique de 100 000 cas de contamination quotidien. La tendance sur 7 jours glissants est aujourd'hui à plus de 70 000 cas. Le taux d'incidence nationale est ainsi supérieur à 700, soit au plus haut depuis le début de la crise. Et nous déplorons 122 677 décès dus au virus. Dans nos établissements de santé, le niveau d'hospitalisation continue sa progression, certes à un rythme modéré, mais la situation y demeure particulièrement tendue. D'abord parce que nos soignants sont épuisés, ensuite parce que d'autres pathologies affectent fortement le niveau d'activité. Pour faire face à cette situation, la vaccination reste au cœur de notre stratégie, comme dans celle des États voisins. J'entends bien autour de moi s'élever certaines interrogations. Je suis régulièrement interrogé. Je ne comprends pas, Monsieur le Premier ministre, je suis vacciné, j'ai même reçu mes 3 doses et pourtant j'ai contracté le variant Omicron. Alors, la vaccination ne serait-elle pas efficace? La réponse est claire. Si la vaccination n'empêche en effet ni d'être contaminé, ni de transmettre la maladie, d'abord, elle réduit ce risque d'être contaminé et ce risque de transmettre la maladie. Mais surtout, elle prémunit contre les formes graves de la Covid et cela reste vrai pour le variant Omicron, surtout lorsque l'on a ces 3 doses ou 2 doses plus la maladie. Donc oui, il est très clair que la vaccination nous protège et que par voie de conséquence, elle protège les autres et elle protège les services de santé soumis à très rude épreuve. Là encore, les faits sont là. Dans tous les services de soins critiques, l'immense majorité des personnes hospitalisées avec des formes graves de la Covid ne sont pas vaccinées ou n'ont pas de couverture vaccinale complète. J'ai parcouru la France des services de réanimation pour dire inlassablement au personnel mon soutien et mon admiration. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas photo sur la nature des hospitalisations et des formes graves. Ce sont des personnes non vaccinées ou des malades vaccinés mais atteints de comorbidités graves. L'élément clé décisif est et demeure la vaccination. Voilà pourquoi, comme je vous l'ai dit lors de ma précédente intervention, nous faisons tout pour accélérer et renforcer la vaccination, faire peser la contrainte sur les non-vaccinés, tout en cherchant à aller vers et à convaincre celles et ceux de nos concitoyens qui sont encore très éloignés du système de soins. Nous avons ouvert, sur la base du volontariat, la vaccination aux enfants de 5 à 11 ans, en priorisant ceux d'entre eux par ailleurs atteints d'autres pathologies. Dès demain matin, suivant en cela la recommandation de la Haute Autorité de Santé, il suffira de 3 mois après votre 2e injection ou votre première si vous avez eu le Covid pour pouvoir bénéficier de votre rappel. Nous avons réalisé de magnifiques performances collectives en matière de vaccination en ce mois de décembre, y compris avec une reprise salutaire et indispensable des premières injections. Il y a eu un ralentissement pendant cette période de fête, mais nous devons absolument
repartir de l'avant. Et je veux à cet égard dire ma reconnaissance et mes remerciements à toutes celles et ceux qui sont fortement mobilisés pour vacciner et aussi pour tester. Je pense bien sûr aux professionnels de santé, tous confondus, avec des pharmaciens d'officine particulièrement sollicités, mais également aux centres de vaccination et à toutes celles et tous ceux qui en assurent la gestion, élus locaux, et notamment les maires, personnels des collectivités territoriales, sapeurs-pompiers, grandes associations caritatives et solidaires, professionnels de santé, souvent retraités, étudiants, bénévoles. Ils forment tous, avec les services de l'État, préfets et agences régionales de santé, Éducation nationale, santé au travail et désormais le concours de militaires, une formidable chaîne de solidarité pour vous protéger et répondre à ce défi qui est devant nous, accroître encore et encore la vaccination, première, deuxième et troisième dose dans les jours et semaines à venir. Le Conseil des ministres d'aujourd'hui a, dans le même objectif, adopté un projet de loi qui va transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Cela signifie que dans les lieux où ce pass s'applique depuis plusieurs mois, les restaurants, les bars, les musées, les théâtres, les médiathèques, les séminaires et salons, les salles de sport, les enceintes sportives et de spectacle, il faudra justifier d'être vacciné pour pouvoir entrer. La production d'un test ne suffira plus. Cette nouvelle règle, si elle est votée par le Parlement, s'appliquera à compter du 15 janvier prochain. Le projet de loi prévoit également un accroissement des sanctions contre les faux passes. Je veux vous dire combien cette pratique me scandalise, comme Premier ministre bien sûr, mais comme citoyen. C'est beaucoup plus qu'un contournement de la loi républicaine, déjà en soi très condamnable. C'est un acte délibéré de mise en danger d'autrui. Aucune conviction personnelle ne saurait le justifier. Ce n'est pas admissible et nous devons collectivement nous donner les moyens de l'enrayer et de le sanctionner plus lourdement. Au-delà de nos efforts pour préserver et renforcer notre bouclier vaccinal contre le virus et ses différents variants, nous devons aussi adapter nos mesures pour faire face aux deux vagues liées à la fois au Delta et à Omicron, qui nous atteignent au même moment et dont les effets et les risques doivent être analysés au regard d'un critère essentiel, les risques de formes graves et la situation de nos hôpitaux. Comme Olivier Véran le développera dans un instant, ce que nous observons depuis 3 semaines environ en Grande-Bretagne ou au Danemark justifie à la fois prudence et vigilance. Si l'on ne voit pas à ce stade de surcharge hospitalière liée à Omicron, la très forte contagiosité de ce variant, la vitesse à laquelle il se propage, doivent nous conduire au-delà de la priorité vaccinale à prolonger et à amplifier de manière proportionnée nos mesures pour freiner sa circulation, soulager nos services hospitaliers et éviter la désorganisation de notre économie. Nous sommes engagés dans une course contre la montre. Dans le prolongement des dispositions déjà prises, notamment la fermeture des discothèques, nous avons aujourd'hui adopté les mesures complémentaires suivantes qui s'appliqueront à compter de lundi prochain pour une durée de 3 semaines. Pour freiner Omicron, les grands rassemblements seront limités à une jauge de 2000 personnes maximum en intérieur et 5000 personnes maximum en extérieur. Les concerts debout seront interdits. La consommation de boissons et d'aliments sera interdite dans tous les cinémas, les théâtres, les équipements sportifs et les transports collectifs, y compris longue distance. La consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise. Pour le réveillon du 31 janvier, je vous renouvelle, en y insistant, les recommandations
que j'avais émises le 17 décembre dernier. Limitons les grandes fêtes et les grands dîners. Portons le masque, aérons les pièces, respectons les gestes barrières, testons-nous, toutes mesures de bon sens qui font confiance à notre sens des responsabilités. Toutes les cérémonies de vœux prévues en janvier seront par ailleurs annulées. À compter de la rentrée et pour une durée de 3 semaines, le recours au télétravail sera rendu obligatoire, je dis bien obligatoire, dans toutes les entreprises et pour tous les salariés pour lesquels il est possible, à raison de 3 jours minimum par semaine et, si possible, 4 jours quand cela est possible. Elisabeth Borne, la ministre chargée du Travail, mènera demain une concertation avec les partenaires sociaux. Par ailleurs, l'obligation du masque, déjà partout applicable à l'intérieur, sera étendue et mieux respectée, notamment dans tous les centres-villes. Les préfets adopteront les dispositions correspondantes en lien avec les maires. À ce stade, notre volonté d'adapter nos dispositifs de manière proportionnée nous conduit à écarter toute mesure de couvre-feu. Nous referons le point à l'occasion d'un prochain Conseil de défense convoqué le 5 janvier prochain. De même, s'agissant des établissements d'enseignement, nous resterons dans la ligne que nous nous sommes fixés depuis le début de la pandémie, à savoir de ne les fermer qu'en dernier recours. C'est pour cette raison que nous ne reporterons pas la rentrée, ni ne basculerons les collèges et les lycées en distanciel. De ce point de vue, la communication de ce jour des sociétés savantes de pédiatrie est sans équivoque et va totalement dans ce sens. Bien entendu, nous amplifierons à la rentrée notre politique de surveillance et de dépistage dans les établissements scolaires au vu des données épidémiologiques dans des conditions que vous précisera Olivier Véran. De même, les caractéristiques d'Omicron vont nous conduire, après avis des autorités sanitaires, à ajuster notre doctrine sur la durée d'isolement lorsque vous êtes positif ou lorsque vous êtes cas contact. Nous fixerons ces règles nouvelles d'ici la fin de la semaine, une fois achevées les consultations de nos instances scientifiques. Il s'agira à la fois d'adapter ces durées en fonction du variant et, là encore, de faire peser une contrainte moindre sur les personnes vaccinées. Les secteurs économiques impactés par les décisions que la situation nous commande de prendre seront indemnisés dans le cadre de concertations qui seront sans délai conduites par le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. Enfin, des dispositions spécifiques au territoire d'outre-mer ont été adoptées tout à l'heure par le Conseil des ministres concernant en particulier l'île de la Réunion où l'état d'urgence sanitaire sera déclaré et la Martinique où il sera prolongé. Mes chers concitoyens, j'ai parfaitement conscience de la situation qui est la nôtre. Croyez bien que je la partage. Je comprends que les mesures annoncées que nous avons voulu, comme toujours, proportionner à la réalité de la situation et à ses évolutions prévisibles, je comprends que ces mesures puissent parfois susciter une forme de ras-le-bol. Mais le président de la République, comme son gouvernement, ne cherche depuis le début de la crise qu'à vous protéger. Nous avons une stratégie dont nous essayons de préserver la cohérence tout en l'adaptant aux évolutions de la pandémie. Priorité à la vaccination, en la complétant de mesures adaptées et évolutives en fonction des vagues et précisément des variants. Faire peser le plus possible la contrainte sur les non-vaccinés. Maintenir autant que faire se peut les écoles ouvertes dans l'intérêt même des enfants et avec des protocoles sanitaires adaptés. Assurer, dans un cadre protecteur, l'exercice du travail et la continuité de la vie de la nation. Tout cela semble un film qui n'en finit pas. Pourtant,
Quel changement avec la situation d'il y a un an. Il y a un an, jour pour jour, Morissette était la première Française à se faire vacciner. Aujourd'hui, nous sommes, grâce à la mobilisation collective, l'un des peuples les plus vaccinés au monde, donc le mieux protégé. Eh bien, nous devons poursuivre, amplifier ce mouvement pour faire face à la nouvelle vague épidémique. Et le futur texte de loi va nous y aider. Je sais bien que nous devons poursuivre nos efforts dans un combat qui peut parfois sembler sans fin. Mais ce combat, ensemble, par l'esprit de responsabilité et de solidarité, nous le gagnerons. Nous le gagnerons aussi en accroissant notre attention aux pays les plus pauvres. Et la France doit être fière d'être la 3e nation au monde à donner des doses de vaccins à ces pays. Restons mobilisés, restons rassemblés, restons déterminés. Il n'y a pas d'autre voie pour faire face et surmonter cette pandémie. Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Premier ministre. Mesdames et messieurs, nous faisons face, vous l'avez dit, à 2 vagues simultanées qui sont liées à 2 variants différents et qui nécessitent donc 2 types de mesures différentes mais complémentaires afin de les freiner. Il y a d'abord le variant Delta. On le connaît depuis plusieurs semaines, plusieurs mois dans notre pays. On en connaît les caractéristiques, la dangerosité, ce variant qui a envahi la planète ou presque et qui continue de sévir dans notre pays puisque, après avoir une stabilisation du nombre de cas, un pic qui a été atteint vers le début du mois de décembre, si on constate dans certaines régions une diminution des contaminations au variant Delta, dans d'autres, il continue d'augmenter et au global, on est sur une forme de plateau haut. Nous n'avons donc pas terminé encore notre combat contre ce variant Delta. Mais alors même que nous menons cette bataille, ce nouveau variant est arrivé, le variant Omicron, en provenance d'Afrique australe. Et c'est un variant qui circule si vite qu'à l'inverse des précédents variants, nous n'avons pas suffisamment de recul en provenance de pays qui auraient été touchés avant nous pour maîtriser totalement les tenants et aboutissants de ce variant. On a néanmoins quelques semaines par rapport à l'Afrique du Sud et une dizaine de jours environ par rapport à l'Angleterre et au Danemark, qui sont les pays les plus touchés. Je le dis, ce variant est en train de traverser toute la planète. L'Espagne, l'Italie, qui avaient été relativement épargnées par le variant Delta, connaissent aujourd'hui des pics épidémiques, en tout cas des montées épidémiques qui ne sont pas au pic, qui dépassent tout ce qu'ils ont connu depuis le début de la pandémie. Alors, à l'heure actuelle, quelles sont nos certitudes concernant ce variant Omicron ? D'abord, on sait qu'Omicron est beaucoup plus contagieux que les variants précédents et notamment que le variant Delta. Au moins 3 fois plus contagieux. Le temps de doublement, c'est-à-dire le nombre de malades contaminés, double tous les 2 jours. C'était tous les 12 à 15 jours avec le variant Delta. C'est pour ça que si vous regardez la courbe, si vous êtes attentif, on passe de 10 000 à 100 000 cas par jour en l'espace de quelques jours et tout laisse à penser que ça va continuer à monter, que nous pourrions atteindre, nous disent certains modélisateurs, plus de 250 000 cas par jour d'ici au début du mois de janvier, ce qui est hors proportion par rapport à ce que nous avons connu depuis le début de la pandémie. Deuxième constat, Omicron a cette capacité à recontaminer des personnes qui ont déjà attrapé le Covid et même des personnes qui ont eu des formes symptomatiques, voire des formes symptomatiques sévères du Covid. Cette proportion à recontaminer change aussi la donne. On peut donc retomber malade si on attrape le Omicron. Troisième constat, Omicron est moins sensible au vaccin que le variant Delta, mais, c'est une bonne nouvelle, la 3e dose, quand on est à jour de son rappel, fait immédiatement remonter le niveau de protection au-dessus de 90%, même bien au-dessus de 90%, face au risque de formes graves. Les personnes à risque restent donc les personnes non vaccinées, les personnes vaccinées mais qui sont très fragiles parce qu'elles sont très âgées ou parce qu'elles souffrent d'immunodépression, et puis les personnes qui ont un schéma vaccinal qui n'est pas complet, c'est-à-dire les personnes qui ont eu 2 doses mais pas encore leur 3e. C'est d'ailleurs le sens de l'annonce que vous venez de faire et qui reprend la proposition de la Haute Autorité de Santé de dire on n'attend pas 4 ou 5 mois pour faire son rappel. Dès 3 mois après la dernière injection ou après la dernière infection, on peut recevoir cette 3e dose. Une vaccination complète éloigne le risque de forme grave, éloigne le risque de réanimation, même si vous deviez contracter le virus.
Quatrième et dernier constat, Omicron, parce qu'il contamine vite et fort, il est responsable aujourd'hui de très nombreuses personnes positives, dont certains malades, mais également de très nombreux cas contacts. Et ça représente donc un risque majeur d'absentéisme. On le voit déjà, une hausse très forte des arrêts de travail, ce qui peut avoir un impact sur notre système de soins quand ça touche les soignants. On le constate dans certains pays européens, mais ça peut aussi avoir un impact sur l'activité de nos entreprises et de façon générale sur la vie du pays. Si nous avons des certitudes, nous avons encore des incertitudes. D'abord, est-il vrai que Omicron est moins dangereux? C'est la question centrale. Si Omicron était aussi dangereux que Delta, vu sa vitesse de circulation, on comprend qu'il mettrait rapidement en péril tous les systèmes de santé du monde en quelques jours. Mais les études dont nous disposons, en provenance d'Afrique du Sud, en provenance du Danemark, en provenance du Royaume-Uni, semblent montrer que les hospitalisations sont peu nombreuses et pour des motifs moins graves. À titre d'exemple, les besoins en oxygène des malades hospitalisés sont moins importants et les durées moyennes d'hospitalisation sont plus courtes, ce qui est évidemment une très bonne nouvelle si elle devait se confirmer. Si elle devait se confirmer, parce qu'il y a encore des biais dans ces études, notamment le variant Omicron actuellement dans ces pays contamine surtout des personnes qui sont jeunes. C'est aussi d'ailleurs le cas en France. Et on sait que les gens jeunes vont moins souvent à l'hôpital. Or, on sait qu'inévitablement, quand les jeunes sont touchés par le virus, au bout d'un moment, ce sont les personnes moins jeunes qui finissent par être touchées. Et donc, mon message est vraiment destiné aux personnes fragiles, ou parce qu'elles sont malades, ou parce qu'elles sont âgées. Surtout si vous êtes en attente de votre 3e dose de vaccin, faites attention à vous, limitez vos déplacements, prenez garde face à ce variant pour lequel on a encore cette part d'inconnu. Plus grande vigilance donc. Comme annoncé par le Premier ministre et tenant compte des avis des autorités sanitaires, nous rabaissons le délai, je le disais, à 3 mois, ce qui veut dire que désormais ce sont plus de 45 millions de nos concitoyens qui sont concernés par le rappel. La moitié a déjà reçu ce rappel, 22,5 millions ce soir. Donc nous allons y arriver ensemble grâce à la mobilisation extraordinaire des centres et des libéraux. Deuxième incertitude, est-ce que Omicron va entraîner une vague épidémique explosive mais brève? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'on observe en Afrique du Sud, après une montée très forte du nombre de cas, une diminution rapide et aussi importante du nombre de contaminations. Mais attention, parce que dans ce pays, d'abord, ce sont les vacances estivales et donc ça peut changer la donne en termes de contamination. Et c'est également un pays qui a été fortement touché par les variants précédents avec un niveau d'immunité collective plus fort. Mais enfin bon, on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle et évidemment, nous souhaitons ardemment que cette vague soit la plus courte possible. Autre incertitude, est-ce que Omicron peut être freiné par des mesures totalement classiques telles que nous avons pu en mettre en place dans notre pays? A priori, le Danemark, qui a mis en place un certain nombre de mesures, n'a pas constaté d'effet de freinage sur la dynamique épidémique parce qu'Omicron est tellement contagieux qu'hormis finalement un confinement généralisé, rien ne semble capable d'en freiner la course. En tout cas, aucun pays à date n'a pu totalement le freiner dans sa dynamique de croissance épidémique. En revanche, et c'est le sens des annonces qui ont été faites par le Premier ministre, on constate que nous avons tout intérêt à limiter les grands rassemblements. Pourquoi? Parce que dans les grands rassemblements, il y a des risques que quelqu'un puisse entraîner la contamination d'un maximum de personnes autour de lui et que cela a un effet qui accentue la dynamique de l'épidémie. Et donc, c'est pour ça que nous voulons mettre fin, par exemple, aux situations qui permettaient, vous le voyez quand vous sortez, de retirer son masque le temps de boire ou le temps de manger, comme par exemple quand on est au cinéma. C'est pourquoi désormais le port du masque sera obligatoire toute la durée de la séance et ce sera le cas dans ces établissements recevant du public. Et c'est pourquoi aussi il y a des limitations du nombre de personnes dans les grands rassemblements qui vient d'être décidé et annoncé par le Premier ministre pour les 3 prochaines semaines. Dernière incertitude, est-ce qu'Omicron va freiner la vague Delta, qui est toujours en circulation dans notre pays et dont l'impact sanitaire continue d'augmenter? Ou est-ce qu'il va créer ce que j'avais appelé un phénomène de lame de fond, c'est-à-dire une forme de méga-vague constituée des 2 vagues qui cheminent chacun de leur côté? Je l'ai dit, pour l'heure, si Delta a cessé d'augmenter dans notre pays, il se maintient à un niveau élevé en plateau. Dans certaines régions, il continue même d'augmenter et c'est ce qui justifie notamment l'obligation de télétravail que vous venez d'annoncer, Monsieur le Premier ministre, puisque le télétravail est très efficace sur un variant qui est moins contagieux que le variant Omicron, comme le variant Delta. C'est pour ça, c'est vraiment le rationnel de combinaison des différentes mesures pour arriver à freiner l'effet des 2 vagues qui se cumulent.
Je le rappelle, parmi les risques que nous identifions, il y a l'impact sur la société d'une multiplication des contaminations et des cas contacts qui peut entraîner une paralysie des services publics et privés. À l'instar de nombreux voisins et compte tenu des caractéristiques propres aux variants Omicron, nous avons saisi le Haut Conseil de santé publique qui émettra des recommandations cette fin de semaine, probablement d'ailleurs le 31 décembre, en vue d'alléger les conditions d'isolement des cas contacts. Dernier point, Monsieur le Premier ministre, une question qui revient beaucoup et qui est profondément légitime, qui concerne les enfants, vous en avez parlé. Oui, le virus circule chez les enfants. Il circule à l'école, il circule à la maison. C'est pourquoi d'ailleurs un protocole scolaire sanitaire a été élaboré. C'est pourquoi il est révisé régulièrement en fonction de l'état de circulation du virus et en fonction de l'état des connaissances scientifiques. Oui, nous assumons de sanctuariser l'éducation des enfants. Un enfant qui ne va pas à l'école est un enfant qui peut rencontrer de graves difficultés. Et là, c'est le ministre en charge des solidarités qui parle. Et c'est d'ailleurs également compliqué, vous le savez, quand vous l'avez vécu à la maison. Oui, il arrive que les enfants, dans de rares situations, et surtout lorsqu'ils souffrent par ailleurs déjà de maladies sous-jacentes, puissent développer des formes graves. À date, 190 enfants sont hospitalisés en France pour Covid. 35 enfants sont même en service de réanimation, c'est vrai. Et c'est pour cette raison notamment que nous avons ouvert la vaccination aux enfants âgés de 5 à 11 ans la semaine dernière. Mais je vais vous donner une comparaison. Chaque année, la bronchiolite entraîne l'hospitalisation de 23 000 enfants. 23 000 enfants en comparaison aux chiffres que j'ai donnés. C'est 14 000 enfants qui sont admis à l'hôpital chaque année en raison de la fameuse gastro-entérite. Et actuellement, il y a plus d'enfants hospitalisés en réanimation pédiatrique en raison d'une bronchiolite qu'en raison d'une forme grave du Covid. Chaque année, c'est en moyenne 2 à 3 000 enfants qui vont en réanimation pour cause de bronchiolite. Et pour autant, la vie est importante dans les crèches, auprès des assistantes maternelles, dans les petits niveaux scolaires. Elle ne s'arrête pas à chaque fois que l'épidémie redémarre. Mais néanmoins, c'est pourquoi nous mettons en place des mesures, encore une fois, de protection. Une bonne décision de santé publique, c'est une décision médicale, mais c'est aussi une décision sociétale. Évidemment, si de nouvelles données devaient apparaître en France ou à l'étranger sur l'impact du variant Omicron chez les enfants, nous pourrions être amenés à prendre toutes mesures utiles pour les protéger. Et dans l'intervalle, nous continuons à travailler avec le ministre de l'Éducation nationale pour renforcer les mesures qui sont susceptibles de réduire les risques, notamment la question de l'aération, de l'équipement des classes qui ne le sont pas encore en capteur de CO2, pour vous dire quand il est temps d'ouvrir les fenêtres et la porte, mais également le système de tests itératifs et de dépistage systématique par test salivaire notamment, qui a été mis en place depuis plusieurs mois désormais dans notre pays. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Donc, nous allons prendre quelques questions, si vous le voulez bien. Bonjour Monsieur le Premier ministre, bonjour Monsieur le ministre de la Santé, Mathieu Coache, BFM TV. Le Conseil scientifique a fait part de son inquiétude sur une possible désorganisation de la société à la rentrée à cause des arrêts maladie qui sont très nombreux. Considérez-vous que ces mesures, celles que vous venez d'annoncer, vont empêcher cette désorganisation et une possible paralysie de l'économie? Puis j'ai une deuxième question, vous avez fait référence aux faux passes sanitaires qui circulent. Que prévoyez-vous concrètement pour empêcher leur circulation? Est-ce que l'ajout d'une photo, par exemple, sur les passes est envisagé ou bien une vérification d'identité systématique à l'entrée des lieux où ils sont obligatoires? Je vous remercie. Bon, peut-être deux, trois questions à la suite, si vous voulez bien. Marie Lecomte, France Info. Vous annoncez ramener le délai pour la troisième dose à 3 mois. Les plus de 65 ans peuvent se faire vacciner de cette troisième dose depuis début septembre. Est-ce que ça veut dire que d'ores et déjà, ils peuvent prendre rendez-vous pour leur 4e dose? Je m'en doutais. Bonjour monsieur le Premier ministre, bonjour Monsieur le ministre de la Santé, Thomas Després, RTL. Quelles mesures prenez-vous pour les meetings politiques? Est-ce que les jauges concernent également les meetings de la campagne présidentielle? Aujourd'hui, on le sait, le pass sanitaire n'était pas exigé pour ces meetings. On en s'arrête là pour ce premier jeu. Je commence, si vous voulez bien, par la dernière question, pardon, mais juste pour vous rappeler, pour rappeler à celles et ceux qui nous écoutent que l'exercice du culte, d'une part, et les activités politiques et électorales, d'autre part, sont soumises à des dispositions spécifiques dans notre droit constitutionnel qui leur assurent, on va dire, une protection encore plus forte. Donc il est clair que les mesures, pour répondre à votre question que j'ai annoncée ce soir, ne concernent pas les meetings politiques compte tenu de cette spécificité. Par ailleurs, pour préparer
on va dire, la campagne électorale, de manière plus générale, parce qu'il n'y a pas, cher monsieur, que la question des réunions publiques que vous venez d'évoquer. Le ministre de l'Intérieur, en se rapprochant évidemment du Conseil constitutionnel, qui, je vous le rappelle, a un rôle majeur, notamment dans l'organisation des élections présidentielles, réunira sans doute une commission, un peu comme nous l'avions fait pour les élections régionales et cantonales, associant toutes les formations politiques pour nous accorder, on va dire, sur des règles qui soient évidemment protectrices par rapport à la situation sanitaire, mais qui tiennent compte de la spécificité de cette activité fondamentale, c'est-à-dire finalement de l'exercice de la démocratie. Avant de passer la parole à Olivier Véran, effectivement, par rapport à la première question relative à la désorganisation de l'économie et à l'un des derniers avis rendu à ce sujet par le Conseil scientifique, c'est tout l'enjeu, me semble-t-il, de l'annonce que nous avons faite avec le ministre des Solidarités et de la Santé, de l'adaptation de la notion de cas positif et surtout de cas contact, si vous relisez en particulier l'avis en question, aux variants Omicron, c'est-à-dire tout se tient, hein, c'est-à-dire que effectivement, s'il présente des formes moins graves tout en étant beaucoup plus contagieux, il faut que les autorités sanitaires, j'insiste bien auprès de vous, nous fassent des propositions. Nous les avons saisies. Comme l'a indiqué Olivier Véran, nous disposerons de tout ça vendredi, normalement, le 31, c'est ça. Et à l'issue de l'ensemble de ces propositions, nous vous annoncerons les dispositions concrètes que nous retiendrons pour effectivement nous prémunir le plus possible de cette désorganisation potentielle liée, comme vous l'avez bien compris, à la contagiosité très forte de ce variant. Monsieur le ministre, sur les autres questions. Sur les autres questions, il y avait une question sur les contrôles du faux pass sanitaire. Donc c'est vrai que le texte... Le projet de loi gouvernemental et le débat parlementaire devra aborder la question du contrôle d'identité pour limiter le recours et l'impact néfaste de ces faux passes sanitaires. Ce sera un point de discussion important. Il avait déjà été discuté dans un précédent texte de loi. Il n'y avait pas eu de majorité qui s'était faite jour au Parlement. Je pense que la situation a changé et de la même manière, j'entends que des parlementaires des groupes d'opposition qui jusqu'ici ont voté contre le pass sanitaire disent que désormais ils sont prêts à accompagner la transformation de ce pass sanitaire en pass vaccinal. Signe qu'on apprend tous, qu'on évolue tous et je le redis sans aucune ambiguïté, si on arrive à avoir des consensus dans le débat parlementaire, ce sera forcément... Pardon, si vous voulez, juste pour préciser ce que prévoit après l'avis du Conseil d'État, c'est un point très sensible, le texte qui a été délibéré cet après-midi en Conseil des ministres sur la question précise que vous soulevez. Bon, d'abord, que les forces de l'ordre pourront accéder aux ERP pour procéder à ces contrôles, parce qu'il y avait eu des manques de clarté des textes en vigueur et donc des jurisprudences divergentes, et surtout que les exploitants d'ERP auront la possibilité, en cas de doute avéré, de vérifier eux-mêmes les identités. Je sais que c'est un sujet difficile pour lequel, je vais être très clair dans ma réponse, nous allons surtout mobiliser les forces de sécurité intérieure. Mais, je crois que c'était votre question, le texte de loi fera effectivement une avancée en ce sens. Attendons de voir, comme l'a dit le ministre, ce que donneront les débats parlementaires. Pardon, Olivier. Oui, je vous en prie. L'autre question qui portait, c'était sur la 4e dose de vaccination. C'est une possibilité. D'ailleurs, on voit remonter des demandes qui émanent de personnes fragiles parce qu'elles sont âgées ou parce qu'elles sont malades, qui ont reçu leur 3e dose en septembre et qui s'inquiètent de savoir si elles doivent à nouveau réactualiser leur vaccination pour pouvoir être protégées dans la durée contre le variant Omicron. Il faut qu'on puisse leur apporter une réponse. Je n'ai pas la réponse à vous apporter aujourd'hui. On travaille au niveau international avec les homologues européens, avec Israël. Pourquoi Israël? Parce qu'ils ont commencé la campagne de rappel plus tôt que le reste de la planète et donc ils sont capables de nous dire avant les autres si le niveau d'immunité, c'est-à-dire la capacité à combattre le virus que confère la 3e dose de vaccin, diminue avec le temps, comme c'était le cas pour la 2e injection, et s'il convient de faire une 4e injection. Donc je n'ai pas la réponse formelle à vous donner, je vous dis juste qu'on est totalement ouvert à cette perspective, et que le plus simplement du monde, en transparence et le plus naturellement du monde, s'il faut aller devant les Français pour leur dire qu'une nouvelle dose de vaccination est nécessaire pour protéger les plus fragiles, nous le ferons, parce que je considère que la vaccination est une chance. Je comprends que ça puisse être embêtant de prendre rendez-vous, d'aller se faire vacciner, que ça puisse soulever des inquiétudes, mais je suis en ce moment beaucoup plus saisi par des gens qui sont plus inquiets à l'idée de ne plus être suffisamment protégés. Donc cette question viendra en son temps. Pas maintenant. Vous avez observé d'ailleurs, comme moi je pense, c'est des observateurs attentifs, que le gouvernement israélien, qui est effectivement, pour toutes les raisons qu'a indiqué M. Véran, un peu en avance, puisque
la troisième dose a été administrée un peu avant les autres pays, avait commencé par faire une annonce en disant on va faire la quatrième, et puis a dit pour l'instant je sursois à ma décision. Donc en fait je pense qu'il faut, comme toujours, qu'on observe les effets de la troisième dans la durée. Est-ce que ces effets sont longs et évitent une quatrième? Si au contraire nous avons médicalement des indices disant que ce n'est pas le cas, évidemment je pense qu'il n'y a pas de doute sur le fait que nous ouvrirons cette quatrième dose, enfin la possibilité de l'administrer. Le plus fragile. Mais encore une fois, on n'a pas le recul sur la durée de l'efficacité. On sait que c'est très efficace quand on est vacciné. On sait que l'efficacité est maximale une fois qu'on a eu l'injection de rappel, et qu'ensuite elle peut décliner avec le temps. On verra ce qu'il en est pour la troisième dose. Voilà. Allez, un autre petit jeu de questions, madame. Bonsoir monsieur le Premier ministre et bonsoir monsieur le ministre. Une question pour CNews concernant la vaccination des personnalités, des personnes les plus âgées, notamment les 80 ans et plus. C'est la population la plus fragile, la tranche d'âge la moins vaccinée. Est-ce que vous prévoyez des mesures pour aller encore plus vers ces personnes potentiellement isolées, comme le porte-à-porte, comme le font nos voisins britanniques par exemple? Porte, madame, on en fait depuis des mois, pas des semaines, des mois. Les CCAS dans les collectivités appellent, elles ont les fichiers des personnes qui sont fragiles de par leur âge, parce que chaque année elles les appellent l'été quand il y a la canicule. Les maires les appellent, les médecins généralistes ont les fichiers de tous ces patients et les appellent, essayent de les convaincre. Les infirmiers au domicile font beaucoup de vaccinations de personnes âgées, isolées. Les familles, les amis, tout l'entourage. Il y a un nombre de personnes, quelques centaines de milliers. Alors on ne l'estime pas au chiffre près, mais il y a encore des personnes qui sont âgées et qui refusent le vaccin. Je ne crois pas qu'à ce stade ce soit quelqu'un qui ne soit pas informé. Et je redis que depuis plus de 6 mois désormais, nous envoyons, si besoin, une ambulance à la maison, gratuitement, chercher la personne, nous pouvons la vacciner à la maison, etc. Tous les effecteurs sont disponibles. On continue d'avancer, de progresser, mais il y a encore des gens, vous savez, c'est parfois des gens qui sont centenaires et qui vous disent, moi, vous m'embêtez avec votre truc. C'est vraiment le genre de situation qu'ils sont rencontrés. Par contre, sur les primo-vaccinations, c'est-à-dire les gens qui, jusqu'ici, ne voulaient pas se faire vacciner, ceux qui disaient, j'attends le vaccin français, ou on n'a pas de recul, ou je risque rien, eux sont de plus en plus nombreux à venir se faire vacciner, près de 35 000 un jour comme aujourd'hui. On a eu un pic à 50 000 sur une journée la semaine dernière. On a fait 200 000 primo-vaccinations sur une semaine, ce qui est bien. Ça veut dire qu'on va gagner progressivement les 53 millions de Français qui ont reçu l'injection. On est parmi vraiment les leaders. Je crois qu'on est sur le podium européen, voire mondial, en termes de couverture vaccinale. Si on arrive à convaincre tout le monde, c'est qu'on aura bien fait notre travail. Si vous me permettez, c'est une question majeure, effectivement. C'est-à-dire que parler de la troisième et de la quatrième dose éventuelle, la troisième dose, c'est très important, ne doit pas nous faire oublier la première. Bon, et il y a encore, même si nous sommes parmi les pays du monde, on a franchi le fameux seuil des 91% de la population éligible primo-vaccinée en France, et c'est remarquable. Il y a encore des gens qui ne le sont pas, ça fait plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de gens, et en particulier, la cible numéro 1, vous avez parfaitement raison, madame, ce sont les plus vulnérables. Et comme vous dites, des personnes de plus de 80 ans présentent assurément une exposition et une vulnérabilité plus grande au virus. Donc il faut aller les chercher. Je voudrais insister dans ce qu'a dit Olivier Véran, une disposition que nous avons prise, enfin que la Caisse nationale d'assurance maladie a négociée avec les syndicats infirmiers, c'est la vaccination à domicile de ces personnes par des personnes qui les connaissent bien et qui vont les voir pour d'autres motifs, évidemment, que celui-là, qui sont les infirmières libérales à domicile. Bon. Donc nous avons fortement, après négociation, la CNAM a revalorisé l'acte vaccinal à domicile fait par les infirmières libérales. C'est entré en vigueur il y a peu de jours. Nous en attendons évidemment beaucoup, puisque en fait on l'a revalorisé. C'est pas une question tellement pécuniaire, mais chacun peut comprendre que vacciner quelqu'un, il faut le convaincre, il faut attendre les fameuses 15 minutes qui peuvent être 20 chez une personne âgée pour voir s'il n'y a pas d'effet secondaire, etc. Donc ça prend du temps. L'infirmière n'en a pas forcément beaucoup parce qu'elle a énormément de travail. Donc on attend beaucoup de cette mesure et j'observe avec satisfaction à la suite du ministre que plus globalement la simple annonce de l'arrivée, de la transformation du pass
sanitaire en passe vaccinal a effectivement conduit un certain nombre, et je les en félicite, de nos concitoyens vers la vaccination avec des taux qui ne sont pas encore suffisants à mes yeux, mais enfin qui notent encore aujourd'hui même en effet un retour et surtout qui nous rappelle, pardon de faire cette réponse longue, mais c'est important que la primo-vaccination reste la mère de nos priorités, parce que, comme dirait l'autre, c'est difficile d'avoir sa troisième dose si on n'a pas eu sa première. Hein. Et juste un dernier point de complément, pardon, sur cette réponse longue. Ne croyez pas qu'il y a en réanimation des gens qui ont 80 ou 90 ans non vaccinés. Hein. Parce que j'entends le discours qui consiste à dire qu'il suffirait de vacciner les personnes fragiles qui ne le sont pas encore et de ne pas demander aux autres de se faire vacciner. Factuellement, c'est faux. Factuellement, si vous allez dans un service de réanimation, vous allez voir aussi des gens qui ont 40, 50 ans. J'y étais la semaine dernière, on s'y rend régulièrement avec le Premier ministre. Et je me permets, c'est pour ça que je reprenais la parole, pour les femmes enceintes. On a un sujet avec des femmes enceintes qui parfois ne se font pas vacciner parce qu'elles ont peur pour leurs petits ou parce que parfois elles sont mal conseillées, mal orientées. Je refais passer le message, j'ai promis aux équipes de réanimation de le faire passer. Des équipes à Paris ou ailleurs qui ont des femmes enceintes, qui ont fait des Covid graves, parfois avec des conséquences pour le fœtus, pour le nourrisson et pour la mère. Ce sont des situations de vie absolument terribles pour des soignants, même les plus expérimentés, et surtout pour les familles concernées. Donc vraiment le message, n'hésitez pas à vous faire vacciner si vous êtes enceinte. C'est plus que possible, c'est recommandé. Très bien, merci beaucoup, mesdames et messieurs.